Et Le Havre face à Auxerre. Metz reçoit Montpellier. Les autres rencontres concernent la course à l'Europe, Strasbourg-Monaco, Bastia-Lyon et Rennes-Nantes. Bonsoir, vous l'avez vu sur ce panneau, il y aura également deux autres matchs au cours de cette 15e journée. Ces deux matchs, vous pourrez les suivre demain sur Canal. Ça commencera à partir de 18 h sur Canal Vert par le deuxième Bordeaux qui recevra le Racing Club de Lens, héros du match de Wembley. Puis à partir de 20 h 15 sur Canal+, le fameux choc entre le leader, l'Olympique de Marseille, et le Paris Saint-Germain. Ce soir, le programme n'est pas mal non plus, avec deux pôles essentiels, la lutte pour les places européennes et puis la lutte pour le maintien. C'est par cela que nous allons commencer avec Toulouse. Les Toulousains battus à Lorient samedi, qui ont hérité de la dernière place. Ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs. Les Toulousains, ils doivent absolument l'emporter ce soir dans leur stade du Stadium. L'adversaire, c'est Sochaux 15e, qui vient à peine de sortir de la zone rouge et qui est plutôt dans une bonne passe, puisque les Sochaliens n'ont été battus qu'une fois lors de leurs 5 dernières sorties. Un match à très forte tension ce soir au Stadium, où l'on retrouve Philippe Genin. Et on a beaucoup discuté entre joueurs cette semaine et encore avant cette rencontre face à Sochaux du côté toulousain pour prendre ce match bien comme il le faut, c'est-à-dire avec une victoire, parce que c'est très important. Mais attention à ces Sochaliens venus pour faire quelque chose, et une première occasion signée Bernard Bougère sur une déviation de Klaus devant le but de Teddy Richer. On voit Guy Lacombe soucieux parce que Sochaux est entreprenant avec un corner de Stéphane Dedeban. Il y a du monde devant le but de Teddy Richer et la tête de Bernard Bougère sauvée in extremis par Batles au premier poteau. Teddy Richer, on vous l'a dit, de retour après 7 matchs d'absence dans les buts toulousains. Il y a du mouvement encore, mais cette fois c'est du côté du but de Vincent Fernandez. On se jette et c'est la tête de Prégé, bien capté ici par Vincent Fernandez sur un coup franc de Laurent Batles. Regardez, Prégé avait jailli devant le but sochalien, mais Fernandez veillait pour contrecarrer les actions toulousaines. Des Toulousains encore attentifs avec un nouveau corner de Stéphane Dedeban. On se jette de toutes parts, le ballon qui est cafouillé ici, qui est ressorti. Il y a une tentative qui passe à côté du but de Teddy Richer, signé par le jeune Meriem, titularisé en 6 ce soir. Il n'était pas meneur. On se mord les ongles du côté du banc sochalien, parce que Toulouse accentue un petit peu sa pression devant le but de Vincent Fernandez. Il y a peut-être une occasion ici avec Malm servi, et Malm qui voit son tir passer largement au-dessus de la cage gardée par Vincent Fernandez. Regardez le travail de Petrovic, le ballon en retrait, mais mal gêné un petit peu par le retour de Rachke, ne peut reprendre ce ballon dans de bonnes conditions. Les Toulousains encore avec un long ballon de Prégé et une tentative ici qui va se terminer au-dessus de la cage de Vincent Fernandez. C'était Batles qui était aux avant-postes avec une bonne remise de Petrovic en retrait. Batles qui regarde avec le retour encore des défenseurs, notamment en flashaise, pour gêner l'action du Toulousain. On retrouve Sochaux cette fois en seconde période avec Adel Chedli, un ballon cafouillé et une tentative de Bernard Bougère et une bonne intervention de Teddy Richer devant l'attaquant sochalien qui avait l'occasion là d'ouvrir le score. C'était 0-0 à la mi-temps et pour l'instant Richer tient bon. On retrouve une nouvelle fois les Toulousains en mouvement. Guy Lacombe a demandé un petit peu plus d'appel de balle avec cette tentative de Petrovic qui est déviée, et ce ballon qui rentre dans le but de Teddy Richer pour son 5e but de la saison à Petrovic. C'est lui qui avait offert la dernière victoire toulousaine à domicile face à Bastia avec un doublé. Regardez, il se met sur son pied gauche, c'est dévié par Hachke, mais ça rentre. Vincent Fernandez ne peut saisir ce ballon. Toulouse mène 1-0 grâce à Vladimir Petrovic. Il reste alors 20 minutes à jouer dans cette rencontre. On attend bien entendu une réaction des hommes de Philippe Anziani, qui est soucieux parce que son équipe a bien tenu jusqu'ici. Et là voilà peut-être avec l'entrée de Louboya à la place de Klaus. Louboya qui fait des siennes, il est passé. Le jeune Serbe, il est dans la surface de réparation, il temporise un petit peu, il a levé la tête et ce ballon qui est dévié par Bernard Bougère pour son 4e but de la saison. Le petit attaquant de Sochaux égalise 3 minutes après avoir encaissé le but. Et regardez la colère de Guy Lacombe, pas content parce que ses joueurs menaient et ils se sont fait remonter. Attention à Petrovic qui est dans la surface et qui est accroché par le retour de Maxence Flashaise, le capitaine sochalien qui est venu tacler Vladimir Petrovic, lui prendre les chevilles. C'est un pénalty en faveur des Toulousains, mais attention à ce syndrome, et il y a Robert Malm pour frapper, et cette fois c'est détourné par
l'inévitable Vincent Fernandez. Troisième pénalty de la saison, troisième pénalty manqué par Toulouse. On en restera là, match nul 1-1 entre les Toulousains et les Sochaliens. Guy Lacombe se fait encore du souci ce soir avec ce nouveau match nul à domicile. Et oui, car c'est un bon résultat pour les Sochaliens, on ne peut pas en dire de même pour les Toulousains et Guy Lacombe. Il se fait du souci, Philippe Jonin nous le disait à l'instant. Guy Lacombe, vous êtes à côté justement de Philippe Jonin. On va bientôt, bien sûr, vous parler de ce troisième pénalty consécutif raté par vos joueurs. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est de la fébrilité psychologique? C'est sûr que bon, jamais 203 on dit, donc c'est sûrement l'adage qui est vérifié. Bon, ce que je dirais, c'est que c'est vrai que l'Ashkumun continue. Bon, je crois qu'il faut regarder les choses lucides. C'est vrai que Sochaux fait un bon match ce soir. Nous, on a l'occasion vraiment de l'emporter sur ce match-là, avec une équipe très rajeunie. Bon, malheureusement, bon, ce penalty qui est justifié, il n'est quand même pas un penalty comme nous avons eu par exemple contre Lorient, où vraiment manifestement il n'y était pas. Et quand on voit l'accumulation des malheurs que l'on a, j'espère qu'au retour, la phase retour sera à l'opposé. Et donc peut-être que nous on aura un peu plus de chance. Guy, qu'est-ce qu'on pense quand on est sur le banc comme ça? Quand vous le dites, hein, le sort s'acharne sur votre équipe, il y a les blessés, il y a ces pénaltys manqués, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez que se passe? C'est comme ça, il y a des blessés, bon, il y a des suspendus, il y a aussi, comment dirais-je, le sort qui s'acharne sur nous. Mais vous savez, dans une saison, je pense que ça devrait s'équilibrer. Donc le retour, on va le faire avec le plus de force possible. Et j'espère que ça tournera. Merci Guy. Merci beaucoup Guy Lacombe, bon courage. Les Toulousains seront au Parc des Princes la semaine prochaine, vendredi. On va parler d'une autre équipe qui est au pied du mur, c'est le Football Club de Lorient. Alors l'arrivée de Patrice Loco a fait plutôt du bien aux Lorientais puisque l'ancien Parisien avait inscrit le but de la victoire du FC Lorient la semaine dernière face à Toulouse justement. Alors cette victoire elle a fait du bien aux Merlus, mais elle n'est pas suffisante. Les hommes de Christian Gourcuff ont la chance de jouer à nouveau chez eux. Ce soir, ils doivent encore une fois prendre les 3 points. D'autant que c'est Nancy qui leur rend visite et une équipe de Nancy qui est assez sérieusement handicapée. Stéphane Guy. Handicapé en effet, Hervé, c'est l'heure des remplaçants qui a sonné à Nancy avec les suspensions de Méniri, de Ferreira ou bien encore d'Olivier Rambaud et la blessure de Youssef Boustaïd, ce qui n'empêche pas les Nancéens de se montrer très vite dangereux avec Tony Cascarino qui est repris in extremis par Yannick Fischer. On jouait la 3e minute seulement et l'Irlandais a bien failli ouvrir le score sans ce retour à la désespérée de Yannick Fischer. Une équipe nancéenne qui est très bien en place dans ce match, très bien organisée, qui maîtrise parfaitement la situation. Soufiane Koné a servi Nasser Ouada, titularisé pour la première fois depuis 5 matchs, le centre de Ouada vers Tony Cascarino. Et il faut encore qu'Angelo Hugues s'emploie. Le dernier quart d'heure de la première période a commencé lorsque Lorient sort enfin de ce cocon avec un ballon qui revient dans les pieds de Pascal Camadini. La frappe de Camadini et Frédéric Roux qui se détend parfaitement. C'était la première frappe dangereuse des Lorientais à la 28e minute seulement. Lorient qui se montre dangereux principalement sur ses corners. Peu de joueurs de tête, mais derrière il y a la reprise d'Eben Dugbaté, le Ghanéen de Lorient. Et cette fois, c'est Samuel Viard qui est revenu défendre. Grosse solidarité à Nancy cette saison. Laszlo Bologna se contorsionne sur son banc. Mais il sent bien que l'affaire peut être prometteuse pour les Nancéens. La preuve avec l'ouverture du score par Samuel Viard à quelques secondes de la fin de la première période, servi par Nasser Ouada. Un geste de buteur pour Samuel Viard. C'est déjà la 3e fois cette saison que l'ancien joueur de Charleville, qui découvre la D1 cette saison, marque un but bigrement important et qui est intervenu à quelques secondes seulement, on vous le rappelle, de la mi-temps. Christian Gourcuff encourage ses joueurs à réagir en deuxième période parce que leurs affaires sont pour le moins mal engagées. Tony Cascarino en début de deuxième période, ouverture vers Nasser Ouada qui prend sa chance de loin, une belle frappe qui fait frissonner le stade du Moustoir. Et la preuve au passage que Tony Cascarino sait également créer des brèches et pas seulement être à la conclusion des actions côté nancéen. Belle frappe de Nasser Ouada qui a fait une très bonne rentrée, lui qui n'avait plus été titulaire depuis
la 10e journée. Encore une fois, la réponse lorientaise intervient sur coup de pied arrêté avec cette tête de Gilles Keruel, le défenseur central de Lorient. Un ballon sauvé sur sa ligne par Christophe Bastien qui a joué un rôle très défensif en l'absence de Démétrius Ferreira. Christian Gourcuff regarde sa montre, il sait bien que les affaires lorientaises sont en train de tourner au vinaigre. Mais il y a encore ce coup franc de Stéphane Pedron, la frappe de Pedron qui passe de très peu à côté des buts d'Angelo Hugues, et Pedron qui se plaint auprès de M. Harel parce qu'il s'estime gêné dans sa tentative par la montée de Laurent Quigny qui a démarré selon lui avant le coup de sifflet de l'arbitre. Toujours 1-0 pour Nancy dans les toutes dernières secondes, et Nancéens qui essaie de placer un contre fatidique avec Tony Cascarino, et il faut que les Lorientais s'y reprennent à deux, à savoir Yannick Fischer et Loïc Druon, pour empêcher l'Irlandais de marquer le deuxième but nancéen. On en reste donc à ce score de 1-0 en faveur de Nancy, la 3e victoire à l'extérieur des Nancéens cette saison. Laszlo Bologna peut prévenir les siens, Nancy a gagné et lui reste philosophe. Quand on gagne ou quand on perd, ceux qu'on aime, ils sont à côté de nous toujours. Et Stéphane Guy a raison d'insister sur la bonne tenue des Nancéens à l'extérieur. C'est la 3e victoire à l'extérieur pour Nancy en 8 matchs. Les Lorientais, en revanche, rechutent un petit peu après leur première victoire à domicile de la saison de la semaine dernière. Alors, on a vu Bologna au téléphone, peut-être également s'informer-t-il des résultats sur les autres stades, parce que les Nancéens sont à la concurrence avec d'autres équipes, et en particulier une équipe encore dans une position précaire, c'est Le Havre. Le Havre qui recevait Auxerre. Joël Beaujouan, l'entraîneur normand, dans un premier temps annoncé comme intérimaire, a été confirmé cette semaine jusqu'à la fin de la saison. Ça va peut-être lui donner un petit peu de sérénité. Il en a besoin parce que son équipe, après 2 défaites consécutives, a replongé dans la zone rouge. Le Havre-Auxerre, c'est le 3e match de ce jour de foot, le 3e match à fort enjeu, avec des commentaires de Christophe Josse. À des enjeux qui sont véritables pour les deux formations. En tout cas, si le Havre a envie de se sortir de cette zone que vous appelez à juste raison rouge et qui est bien peu confortable à vivre pour l'entraîneur Giroud, eh bien il y a un bel enjeu en cas de victoire, chose que n'a pas réalisé Auxerre depuis le début de saison en terre adverse. En cas de victoire, la JO Auxerroise pourrait se replacer 4e au classement, mais en cas de défaite pourrait se retrouver 12e tant les choses sont serrées au milieu de tableau. On à peine le temps de s'échauffer dans ce match, 30 secondes de jeu et la première frappe décochée par Oumar Sané. Elle est cadrée cette frappe et elle vient inquiéter Fabien Cole. 30 secondes de jeu. On se dit que dans ce match on va assister à du spectacle. La preuve, réaction 1 minute plus tard. La réaction auxerroise, un ballon de Baticle, le capitaine qui file jusqu'à Bernard Diomède. De l'autre côté, Diomède qui provoque pour la première fois dans ce match son opposant Johnny Novak, et la reprise de Stéphane Carnot qui vient heurter le montant de Stéphane Cassard. Le match n'a pas débuté depuis 2 minutes et on a déjà vu tout ça et bien d'autres choses encore. Et puis alors Auxerre se met en action et véritablement sur cette ouverture lumineuse de Stéphane Carnot, un extérieur pied droit parfait en plein cœur de la défense havraise, là où se trouve Thomas Degnaud qui ouvre le score après à peine 20 minutes de jeu dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre de façon tonitruante, superbe, avec beaucoup de qualité de part et d'autre, mais une réussite qui sourit aux Auxerrois au moment même où les Havrais semblaient donner des petits signes de faiblesse, semblaient un petit peu baisser le pied. Des Havrais qui très vite se remobilisent dans cette rencontre et surtout ne veulent pas abdiquer. Ils ont raison, à l'image de Bekanovic qui continue son mouvement. Il a profité de la glissade du libéro Frédéric Danjou. À l'aveuglette, il frappe. La réussite n'est pas havraise dans ce début de rencontre. Regardez, Bekanovic loupe son entreprise pour quelques centimètres seulement. Ce n'est que partie remise, se dit-on, du côté de Joël Beaujouan et de tout son banc de touche. Tant Milinko Pantic, Bekanovic, Sané, Novak, Solois, bref, tout le collectif havrais donne du mouvement dans ce match. Et c'est payant finalement dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Vous avez entendu le coup de sifflet de Monsieur Chéron, Monsieur Chéron, lui aussi qui est dans le rythme, dans le tempo même de ce match. Il est excellent, Monsieur Chéron, l'arbitre central de ce match. Il a vu, lui, le tirage de maillot d'Oumar Dieng sur Bekanovic. C'est un pénalty indiscutable, mais dans le duel qui oppose Cole à Sané, c'est le gardien auxerrois qui a le dernier mot. Les espoirs deviennent des illusions pour Joël Beaujouan qui regagne les vestiaires pour cette pause sur cet avantage auxerrois. Tout cela devant les yeux du sélectionneur national Roger Lemaire, très attentif et qui a vu plein de bons joueurs sur la pelouse de Deschazeaux ce soir. Des joueurs en forme qui reviennent en deuxième mi-temps avec exactement les mêmes intentions, toujours aussi offensive, beaucoup de rythme, et comme la pelouse est glissante, il a pas mal plu
et bien parfois ça donne des heurts. Un coup franc en tout cas pour les Havrais, frappé par Milinko Pantic, pas frappé non, déposé sur la tête de Mamar Mamouni, le jeune défenseur central qui est présent sur tous les coups de pied arrêtés offensifs et qui vient marquer son deuxième but de la saison. Mamouni, il vient égaliser à la 52e minute de jeu. Mamouni redonne espoir au ciel et marine du Havre. C'est pas immérité au regard de la première période. Dès lors, c'est une douce euphorie qui gagne les Normands. Et puis de l'autre côté, un petit manque de concentration, de vigilance dans la défense auxerroise. Ça va très vite, trop vite pour la défense bourguignonne. Bekanovic surgit devant Oumar Dieng, vient tromper Fabien Cole pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois en à peine une minute. En une minute, le match bascule. Une première fois sur une passe au pied de Pantic qui a déposé le ballon sur la tête de Mamouni. La deuxième fois sur cette passe que les basketteurs appelleraient laser sur cette touche de Pantic. Passe décisive à la main. Bekanovic marque son 5e but du championnat. Et le Havre prend l'avantage dans ce match hyper plaisant. 2-1. Dès lors, Auxerre attaque plus franchement encore avec Cyril Jeunechamp qui fait un gros travail au milieu de terrain. Jeunechamp qui parvient à trouver Carnot et encore dans le cœur de la défense Thomas Degnaud, insaisissable ce soir. Thomas Degnaud qui a réussi un grand match mais qui là bute sur l'un des héros de cette rencontre, le parfait Stéphane Cassard. Auxerre a du mal à trouver la faille. Giroud procède à quelques changements. Le jeune finlandais que vous avez aperçu, Taimio, ne va pas tarder à effectuer son entrée. Mais d'abord, ce mouvement, cette action qui vient de la droite, ce long centre du Polonais Tomasz Klos qui atterrit sur la tête de Steve Marley. Et toujours pas de réussite. Le poteau pour Carnot dans les premiers instants du match. La tête de Marley sur la transversale. La réussite. Et à Vraise, les sourires également. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Chéron. Les Auxerrois croyaient à l'égalisation sur ce coup franc. Repris de la tête d'abord par Oumar Dieng. Et puis ensuite, eh bien certainement une charge incorrecte de Thomas Degnaud. Après cette tête de Oumar Dieng, Cassard qui repousse le ballon. Et vous allez le voir, Thomas Degnaud qui vient à la lutte. Peut-être une charge incorrecte, c'est certainement ce qu'a sifflé Monsieur Chéron. En tout cas, c'était la dernière opportunité pour les Bourguignons d'égaliser. Mais ce sont bien les Havrais qui obtiennent leur 3e victoire, qui repartent de Deschazeaux avec le sourire. Ah, c'est un très bon résultat, une très bonne opération pour les Havrais, d'autant qu'on l'a vu, Lorient a perdu et que Toulouse et Sochaux se sont neutralisés. Les Auxerrois, en revanche, ça ne veut pas réussir pour eux à l'extérieur. On parle de Metz-Montpellier à présent. C'est une affiche très ouverte entre deux équipes qui sont plutôt en forme. Les Messins ont retrouvé la voie du succès, surtout à domicile, où ils se sont imposés les 3 dernières fois. Et puis les Montpelliérains, pour la 2e fois de suite, évoluent à l'extérieur. Il semble qu'ils aient trouvé la méthode pour grappiller quelques points loin de chez eux. David Berger est à Saint-Symphorien. Oui, vous faites référence au match nul obtenu à Nantes la semaine dernière. Effectivement, c'était la première fois depuis 3 mois et demi que Montpellier gagnait enfin un point à l'extérieur. Alors, est-ce que Jean-Louis Gasset a enfin trouvé la bonne formule en déplacement? Toujours est-il bien que le début de match est totalement à l'avantage des Messins avec ce coup franc de Mérieux. Beaufin qui relance dans la surface pour la tête de Toys, qui a essayé de rééditer l'exploit de Michel Platini lors du championnat d'Europe des Nations contre la Yougoslavie. Là, c'était sans réussite. Encore les Messins jouent depuis 5 minutes seulement. Et la reprise de Rizzetto sur la barre. Quelle facilité dans le geste de l'ancien Montpelliérain. Et cette fois, bien plus Klinger, lui, ancien Messin, sauvé par son montant. Mais toujours la même physionomie avec des Messins qui poussent, qui jouent sur les côtés. Beaucoup d'originalité dans le jeu messin. Le centre de Beaufin pour la reprise de Lukic, qui doutait ces derniers temps, mais qui là semble retrouver peu à peu la confiance par ce geste, cette reprise instantanée. La réaction montpelliéraine, elle survient sur ce coup franc de Laurent Robert à la demi-heure de jeu. C'est le spécialiste, il avait marqué son tout premier but en première division, justement dans la même situation sur coup franc. Mais toujours les Messins l'attaquent avec ce corner, ce ballon mal renvoyé et Lukic à bout portant qui a essayé encore de réussir un superbe geste. Encore un corner, on joue les arrêts de jeu de la première période. Revoilà encore Mérieux pour le tirer et à la conclusion Bruno Rodriguez qui reprend alors que Lukic avait dévié de la tête. Rodriguez qui marque son 6e but en 7 matchs. Quelle réussite en ce moment pour Rodriguez qui doit certainement satisfaire Joël Muller. 1-0 donc à la mi-temps. Début de seconde période, on retrouve également une même phase de jeu. Un corner tiré par Robert et l'égalisation montpelliéraine contre toute attente. Il est même surpris, Franck Sylvestre, et pour cause. C'est Pascal Pierre qui trompe son propre gardien. Pierre qui a voulu dégager, pressé par Franck Sylvestre qui avait marqué justement lors de la précédente journée à Nantes. Et bien là il force, il pousse Pierre à la faute et voilà ce match totalement relancé. Un but partout. Les Messins qui ne veulent pas se satisfaire de ce score et qui continuent dans leur pur style, celui de l'an dernier, avec Lukic qui est à la conclusion 6 minutes seulement après l'égalisation montpelliéraine. Et bien Lukic
qui redonne l'avantage aux Messins. Superbe frappe qui ne laisse aucune chance à Flucklinger. Et Metz qui reprend l'avantage. Les Montpelliérains, c'est un match un petit peu fou avec Montpellier qui tente d'égaliser à nouveau par Pascal Fugier qui est monté. Tout le monde participe aux offensives des deux côtés. On se retrouve maintenant dans le camp montpelliérain, dans la surface avec ce corner, déviation de Lukic. Et Strasser et Gaillot qui ratent le 3e but. Vous voyez que ce sont les défenseurs qui viennent créer le danger. Ouverture maintenant de Mérieux pour Rodriguez qui a échappé aux défenseurs et il a vu, surtout dans l'axe, Vladan Lukic tête à tête avec, face à face avec Flucklinger. C'est le poteau qui repousse. Manque de chance maintenant là pour Lukic. Mais les Messins qui ont vraiment le match en main, qui dominent et qui méritent pleinement cet avantage. Encore un dégagement de Letizy et encore des Messins qui vont se retrouver en position dangereuse. Ça joue vraiment une touche de balle et surtout il y a Lukic, l'exploit individuel qui arrive à effacer Franck Sauzet qui se présente à nouveau seul et cette fois il marque le 3e but messin, 3-1, le doublé pour Lukic. On vous disait qu'il n'était pas en confiance il y a 15 jours, il avait même demandé à Joël Muller de sortir du groupe. Et bien l'entraîneur messin a refusé, il a eu raison. Lukic qui retrouve vraiment le 100% de réalisme, il marque ici le 3e but messin. Metz qui se dirige tranquillement vers sa 4e victoire. On joue maintenant les dernières minutes. Ils sont résignés les Montpelliérains et cet exploit individuel de Gravelaine ne changera rien. La frappe de Laurent Robert est trop écrasée. C'est terminé 3-1 pour Metz qui se reprend bien, qui se rassure à domicile. En revanche, ça va toujours aussi mal pour Montpellier à l'extérieur. Et donc 4e victoire consécutive pour les Messins à domicile avec cette stat également que vous donnez David Berger. 6e but en 7 matchs pour Bruno Rodriguez. À 22h33 dans ce jour de foot, on va aborder les places européennes. En tout cas les clubs qui les convoitent en commençant par l'AS Monaco. Monaco qui ne va pas très fort. Les hommes de Tigana multiplient les contre-performances à l'extérieur. Leurs 5 derniers déplacements ont débouché sur autant de défaites. Alors les Monégasques ont un gros problème de défense. Ils prennent trop de buts. 9 buts lors des 4 dernières rencontres si on tient compte du match de Coupe d'Europe. Vous allez le voir, la défense a été sérieusement remaniée ce soir. Problème de suspension, problème de blessure. En tout cas, les Monégasques ont intérêt à réagir car s'ils sont battus à Strasbourg, eh bien, ils sont tout simplement rejoints par les Alsaciens. Jean-Charles Sabatier. Et la défense monégasque, Hervé, qui ce soir pouvait finalement compter sur la présence de Fabien Barthez, qui a longtemps été incertain, perturbé par une douleur à la cuisse droite contractée lors du match de Coupe d'Europe mardi face à Marseille. Finalement, Fabien Barthez était bien présent dans cette rencontre. Une rencontre que débutent bien les Strasbourgeois qui voulaient gommer leur passage catastrophique la semaine dernière au stade de Bonal où ils avaient décroché le match nul. Première frappe signée Corentin Martins, mais par la suite, eh bien, ce sont les Monégasques qui procèdent en contre et puis qui vont prendre la direction des opérations avec une accélération de Sigvin. Legvinski, ballon en profondeur pour David Trezeguet. Alexander Wenzel passe un peu au travers. Frappe au pivot de Trezeguet qui heurte la barre transversale. À l'arrivée, il y a Philippe Christenval. On joue depuis 20 minutes dans cette rencontre. La déception pour Alexander Wenzel qui retrouvait sa place dans les buts strasbourgeois ce soir. 1-0 pour Monaco, c'est le premier but de la saison pour Philippe Christenval, titularisé en lieu et place de Franck Dumas, suspendu pour cette rencontre. Au ralenti, on apprécie le coup de patte de David Trezeguet. Cette balle heurte la tête de Bertin, mais aussi la transversale et derrière, sans problème, Philippe Christenval qui peut ouvrir la marque. Pas du tout contre le cours du jeu parce que depuis quelques minutes, eh bien, c'était les Monégasques qui avaient, comme je vous l'ai dit, la direction des opérations. Et il va y avoir une grosse colère après ce but, grosse colère de Teddy Bertin pour remotiver absolument toute la défense strasbourgeoise. Des Strasbourgeois qui vont tenter d'égaliser quelques instants plus tard avec un coup franc à 30 mètres tiré par Teddy Bertin. La défense monégasque qui a du mal à s'en sortir à l'image de Djetou. Ballon récupéré, on donne sur la droite. Frédéric Arpignon temporise, petit ballon piqué pour peut-être la reprise d'Olivier Echouafni. Derrière, Corentin Martins ne peut pas reprendre. Première grosse frayeur dans ce match pour Fabien Barthez et les Monégasques. C'est passé tout près pour Olivier Echouafni. Suspendu de banc, Pierre Mankowski est dans les tribunes aux côtés de Michel Etor. Et sur le banc, eh bien, c'est Jean-Marc Kuntz, l'adjoint, qui est lui aux commandes. Paul Quétin, le préparateur physique, est lui chargé d'obtenir les informations strasbourgeoises avec des Monégasques qui repartent. Et le centre de Julie pour David Trezeguet. Heureusement, côté strasbourgeois, il y avait la vivacité de Godwin Okpara pour venir couper la trajectoire de ce ballon. Jean Tigana continue de motiver ses joueurs. Continuez comme cela, dit l'entraîneur monégasque. Mais les Strasbourgeois sont encore aux commandes du ballon avec ce corner dégagé tant bien que mal par la défense strasbourgeoise. À
admirer ce qui suit derrière. Cette reprise en première intention, pied droit, elle est signée Corentin Martins qui réussit l'égalisation. 35 minutes que l'on joue dans cette première période et ce but fait penser curieusement à celui qu'avait inscrit Ludovic Julie mardi en Coupe d'Europe face à Marseille. C'est le deuxième but de la saison pour Corentin Martins, assurément le plus beau qu'il ait inscrit sous les couleurs strasbourgeoises. Nous sommes en fin de première période, dans la foulée, corner et la frappe de Christophe Pignol, frappe du gauche qui passe à quelques centimètres de la cage d'Alexander Wenzel. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Et pendant ce temps-là, eh bien, on en profite pour admirer toutes les femmes qui sont présentes dans les tribunes de la Méno. Elles étaient 8000 présentes dans le cadre de l'opération 22 hommes à mes pieds. 8000 et Roxana Maracineanu, l'unique championne du monde française de natation qui était elle aussi présente à Strasbourg. Dès le début de la deuxième période, ce sont les Monégasques qui repartent à l'attaque avec Spéa qui vient buter là sur Alexander Wenzel. Il savait qu'il avait commis une erreur sur le premier but inscrit par les Monégasques. Cette fois-ci, il ne se trouve pas. Et de l'autre côté, eh bien, son homologue Fabien Barthez est toujours en difficulté avec sa cuisse droite, ce qui n'empêche pas d'inquiéter Jean Tigana des Monégasques qui repartent à l'attaque avec Victor Ipeba, la lutte avec Godwin Okpara, frappe du gauche qui passe de peu à côté de la cage du gardien strasbourgeois. Strasbourg qui va tenter de faire la différence avec Corentin Martins qui a vu l'appel de balle de Frédéric Carpignon côté droit. Il temporise quelque peu mais dévisse un peu trop cette frappe du droit. Frédéric Carpignon qui avait marqué la semaine dernière à l'occasion du match nul, je vous l'ai dit, décroché à Sochaux. Dans les tribunes, Olivier Dacour, ancien Strasbourgeois, aujourd'hui joueur d'Everton, est présent. Dacour qui apprécie l'accélération de Rouxel qui n'est pas hors jeu. Il temporise un peu trop. Arrêt réflexe superbe de Fabien Barthez qui sauve incontestablement son équipe. Et Strasbourg, encore et toujours, qui continue de presser avec Martins pour Rouxel. Il hésite entre le lob et la frappe et finalement, ça sera la frappe du pied gauche qui n'est pas cadrée. Strasbourg qui a deux occasions consécutives a une belle opportunité là de prendre l'avantage, mais en fin de rencontre ce sera Monaco qui va accélérer avec ce ballon de Lamouchi pour la frappe terrible de Sylvain Legwinski qui vient mourir sur la barre transversale derrière Alexander Wenzel s'impose. Déception pour Jean Tigana, c'était la dernière occasion dans cette rencontre. Un partout, on en restera là. Depuis 6 matchs, Monaco n'a toujours pas remporté la moindre victoire à l'extérieur. Eh bien, les 8000 femmes invitées par Claude Leroy ont eu du spectacle. On les a entendues d'ailleurs. Vous avez entendu que les cris étaient un petit peu plus stridents que d'habitude. Et Monaco, en tout cas, a stoppé l'hémorragie. Monaco qui est resté, rappelons-le, sur 5 défaites consécutives à l'extérieur. La 4e place qualificative pour la Coupe du UEFA est pour l'instant occupée par l'Olympique Lyonnais. La première équipe à avoir battu le leader marseillais, c'était la semaine dernière. Alors, déplacement délicat ce soir pour les Lyonnais du côté de Bastia. Et Bernard Lacombe va pouvoir retrouver sur le banc de touche des Corses un garçon qu'il connaît bien. Il avait débuté à l'âge de 16 ans sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. C'est Laurent Fournier. Et celui qui va nous faire vivre ce Bastia-Lyon, c'est Grégoire Margoton. Oui, Laurent Fournier, c'est vrai, formé à Lyon, mais invincible à Furiani depuis qu'il est entraîneur de Bastia. 2 matchs, 2 victoires. Fournier privé de Mazoncini, de Valéry, d'autres joueurs. Mais en face, il y a aussi Violo qui manque, il y a aussi Caveglia et des Lyonnais qui alignent Kanouté. C'est lui qui va créer la première occasion de cette rencontre. Après 6 minutes, il manque un petit peu de puissance sur cette frappe qui n'inquiète pas Durand. Caveglia blessé, on retrouve donc Kanouté aux côtés de Grassi en pointe côté lyonnais. La première occasion bastienne va venir sur ce coup de pied arrêté avec une double tête, la première de Pierre Évandré, la deuxième de Frédéric Ney. Elle oblige Grégory Coupet à la première parade de cette première période et elle est belle, cette parade est décisive, sinon Ney ouvrait le score pour Bastia. Et puis la 18e minute, Bastia qui petit à petit prend les devants dans cette rencontre et surtout Pierre-Yves André, d'habitude à gauche, on le revoit là au centre, il provoque une faute, il amène un coup franc, c'est lui qui vraiment perturbe l'arrière-garde lyonnaise en ce début de rencontre et c'est Franck Jurietti, ancien lyonnais, qui va frapper ce coup franc. Il est tellement bien frappé qu'il rejoint directement la lucarne lyonnaise. Bastia mène 1-0, c'est le 2e but cette saison de Frédéric Ney, de Franck Jurietti, pardon, et il ressemble diablement au but inscrit par Philippe Violo, le lyonnais, la semaine dernière face à l'OM. Grâce à Franck Jurietti, c'est bien Bastia qui mène 1-0 juste après le premier quart d'heure. Et Bastia qui va continuer, quelques minutes sont passées et on va retrouver encore ces hommes de Laurent Fournier qui utilisent les ailes avec ce fameux 4-3-3. Une première tête de Matingou et la deuxième est décisive. La deuxième est signée Frédéric Ney. 2-0 pour Bastia, c'est logique, c'est mérité et surtout cette défense lyonnaise bien crispée qui subit de plus en plus. 2-0 et 6e but pour Frédéric Ney.
cette saison. L'avantage après 22 minutes est totalement logique. Il faudra attendre quelques minutes avant de voir Lyon et Bernard Lacombe réagir. On se pose des questions sur le banc entre José Boissard et Lacombe, deux joueurs qui ont connu Bastia, et ce centre de Delmotte qui atterrit sur Frédéric Canouté. Un but presque qui aurait ressemblé à celui qu'il avait inscrit face à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais là il manque le cadre. C'est toujours Bastia qui fait la course en tête et qui accélère avec Pierre Laurent. Il n'est pas en position de hors-jeu, il ouvre son pied gauche et heureusement pour l'Olympique Lyonnais, c'est Grégory Coupet qui vient s'interposer, sinon le troisième but était au bout de la course de Pierre Laurent, et surtout un retour intéressant aussi de Christian Bassila. Cette première période est très enjouée et on retrouve le centre de Pierre-Yves André et une nouvelle reprise signée Frédéric Ney. Ce duo décisif depuis le début de la saison. À eux deux, ils ont inscrit un tout petit peu plus de 15 buts. Et il continue à perturber l'arrière-garde lyonnaise. La réaction, elle va venir au moment où on l'attendait le moins, par Marco Grassi à la 40e minute, juste avant la pause. Lui qui avait été exclu face à Bruges se rachète un peu auprès de ses coéquipiers et surtout il redonne espoir à cette équipe de Lyon qui revient à 2-1 juste avant la pause. 2-1, quatrième but de la saison pour Grassi, et Dorasso qui fait enfin son entrée. Il avait été ménagé et on joue le tout pour le tout côté lyonnais. On pense que l'égalisation est possible. On retrouve Delmotte qui centre ou bien qui tire. En tout cas, il oblige Éric Durand à une petite claquette au-dessus de la transversale. Lyon qui domine totalement ce début de seconde période et qui arrive à se créer des occasions. Encore Vicage Dorasso oublié au marquage par les Bastiais. On en reste toujours à 2-1. Mais franchement, la menace se précise et il faut un Durand en lévitation pour éviter l'égalisation lyonnaise. On va quand même suivre cette incursion de Frédéric Mendy. Il est poursuivi par Christophe Coquart, s'écroule dans la surface de réparation. On jouait la 60e minute. Les deux bras brandis de Frédéric Mendy, car Monsieur Derrien vient d'indiquer le petit point blanc. Penalty pour Bastia, chacun se fait son opinion. En tout cas, Pierre-Yves André, lui, s'élance face à Grégory Coupet, inscrit son premier but de la soirée, le 8e de sa saison. À ce moment précis, Bastia mène 3-1 contre le cours du jeu, en tout cas en seconde période. Pierre-Yves André, lui, est encore une fois décisif, en force. Coupet ne peut rien. Fouriani qui est déchaîné, Lyon qui essaie de réagir, encore Marco Grassi, le pied droit n'est pas forcément son bon pied, il manque un tout petit peu de puissance, petit à petit, Lyon qui baisse les bras, Lyon qui y croit moins, et on procède par contre-attaque côté Bastia. Regardez Pierre-Yves André qui va aller jusqu'au bout, sûrement l'un des plus beaux buts de sa saison, le 9e en tout cas. On retiendra cette image d'un petit lob par-dessus Hubert Fournier, d'un contrôle du genou et derrière d'un autre petit lob sur Grégory Coupet. Le geste est magnifique, l'enchaînement superbe et bien sûr il a fait quitter son siège à Laurent Fournier. À ce moment-là, Bastia est largement devant avec cet avantage de 4-1. On n'y croit pas trop côté lyonnais. On espère peut-être pouvoir réagir après cette exclusion décidée par Monsieur Derrien pour cette faute de François Modesto qui était rentré quelques minutes avant. Alors pourquoi pas une réaction lyonnaise, il reste encore du temps avec cette frappe de Patrice Carteron sur coup franc. Et Éric Durand là s'interpose bien et il préserve pour l'instant l'avantage. Ça ira jusque là et c'est la plus large victoire de Bastia cette saison, la plus large défaite de Lyon et c'est totalement mérité, 4-1. Avec une fois de plus donc un doublé de Pierre-Yves André. Le seul point noir c'est cette expulsion de François Modesto, seule expulsion de cette journée. Ce soir. Alors Bastia est impressionnant, après Monaco battu 3-1, c'est donc Lyon qui est passé à la moulinette, et vous le disiez Grégoire, vous êtes en direct de Bastia, c'est la plus large défaite des Lyonnais qui ont vraiment explosé, Furiani. Oui, ils ont explosé, ils n'avaient pris que 2-0 face à Nantes par exemple, c'est vrai qu'ils ont explosé. On va écouter justement la réaction de Bernard Lacombe qui n'évoquait pas de raison particulière, peut-être la fatigue, parce que c'est quand même le 7e match des Lyonnais au mois de novembre. Bernard Lacombe, on l'écoute tout de suite. Je pense que ça va finir par jouer sur le résultat, parce que ça fait 4 fois qu'on joue des matchs de Coupe d'Europe, ça fait 4 fois qu'après un match de Coupe d'Europe, on perd. Alors j'avais prévenu les joueurs avant le match, j'avais essayé d'amener du 109 avec des garçons qui ne jouent pas beaucoup, et ces garçons-là auraient dû apporter cette espèce de fraîcheur qui nous a manqué peut-être chez certains garçons. Bon, et défensivement, il y a eu trop de lacunes, on a été trop vite en difficulté, mais si on prend 4 buts, c'est un problème collectif, c'est pas simplement la défense, et c'est un ensemble de choses. Et puis il fallait aussi avoir la réaction de Pierre-Yves André, auteur de son 2e doublé de la saison. Lui n'évoque pas la fatigue, au contraire il évoque le travail de fond réalisé cette saison depuis qu'il est arrivé en tout cas au poste d'entraîneur, réalisé par Laurent Fournier et Pierre-Yves André. C'est vrai qu'en début de saison on avait manqué un petit peu de préparation, c'est-à-dire qu'on
on jouait les matchs, c'est vrai à 100%, mais on y laissait pas mal de nos forces. Maintenant, c'est vrai depuis que Laurent Fournier est arrivé à la tête de l'équipe, on a fait un gros travail physique, ce qui nous permet à nous maintenant de monter en rythme. À l'approche de l'hiver, c'est vrai qu'on finit très bien cette première partie de championnat. Et des Bastiais de Laurent Fournier qui termine, c'est vrai, très bien cette petite première partie de saison et qui espère vraiment l'Europe en fin de saison quand les Lyonnais devront réagir très vite la semaine prochaine face à Bordeaux. Merci beaucoup Grégoire. N'oubliez pas votre ballon et votre journal. Dernier match dans ce jour de foot, il concerne le 3e au classement, le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui marque un petit peu le pas puisqu'ils les Rennais n'ont pris qu'un point lors des 3 derniers matchs. Alors ce soir, les Rennais plus exactement, recevaient Nantes et on va retrouver Eric Bénard qui est en direct du stade de la Route de Lorient. J'ai envie de vous poser la question, Eric, est-ce que c'était un derby breton ? Alors écoutez, vous connaissez la sensibilité rennaise, c'est vrai qu'ici on parle plus de derby de l'Ouest que de derby breton. Le vrai rival, bon c'est Nantes, c'est l'ennemi héréditaire quand même, mais ce qui se confirme quand même, c'est que Rennes a pris une nouvelle dimension ces dernières années. Regardez, la preuve, ces dernières semaines, qu'est-ce que je dis ces dernières années? La preuve, le quart du club somptueux, il transporte l'équipe depuis 15 jours maintenant. Le journal L'Équipe titrait la passation de pouvoir ce matin. Oui au classement sur ce match émotion, même s'il y a eu des remous, la démission du président Toumelin à Nantes qui était là ce soir quand même pour tout régulariser. Paul Le Guen décide de jouer avec 3 attaquants, c'est la première fois et ça marche avec Gousset qui va pouvoir centrer pour la tête de Shabani Nonda qui fait faute ici mais qui est toujours aussi dangereux. Coup franc pour les Rennais, toujours, Landreau est attentif, ballon renvoyé par la défense nantaise. Ça revient sur Laurent Huard qui se précipite, qui remet dans la surface de réparation. Nouveau renvoi et frappe de sommeil. Cette fois, c'est un défenseur qui se porte aux avant-postes. Paul Le Guen a beau jouer avec 3 attaquants pour la première fois. C'est Sommeil qui vient porter le danger. Match qui, entre parenthèses, se joue à guichet fermé ce soir à Rennes. Et Bardon qui occupe une place inhabituelle, le couloir gauche, qui va retrouver cette balle, aller fixer toute la défense, crocheter avant de centrer directement dans les bras de Landreau. Rennes reste sur un point pris sur 9 possibles ces 3 derniers matchs. Nantes n'a pas gagné lors des 7 derniers matchs et Nantes qui se crée les occasions. Ici le ballon est renvoyé sur la ligne par les Rennais, une tête de Darocha. Nantes qui procède par contre-attaque. Et Rennes qui, lors de cette première période, a la possibilité, a l'opportunité de se mettre à l'abri collectivement, mais qui ne le fait pas. Et Nantes, sur coup de pied arrêté, se montre régulièrement dangereux. Nouvelle offensive rennaise, avec un ballon récupéré par Grégoire, qui peut donner pour Shabani Nonda, qui marque. Et Rennes qui ouvre le score 1-0 sur un ballon non pas perdu, récupéré plutôt par le capitaine Stéphane Grégoire et Shabani Nonda qui vient là marquer son 8e but de la saison et puis surtout son 4e quand même en 5 matchs. L'opportunisme de Nonda. Nantes ne désarme pas, une frappe de Leroux qui passe juste à côté des buts de Revaux. Nantes qui joue bien à l'image de Christophe Leroux et qui va se procurer de plus en plus d'occasions dans cette première période. Ici, c'est Carrière qui sollicite le 1-2 et qui donne au centre pour Sibirski qui marque, qui trompe Revaux. Égalisation nantaise, égalisation méritée. Regardez, tout ça est limpide, ça part de Carrière. Leroux qui remet immédiatement pour Carrière et qui voit tout ça, ça se joue à une touche de balle, qui voit Antoine Sibirski au centre intérieur du pied droit. Revaux est battu, un but partout. Et touche rennaise, on approche de la pause. Bardon encore et toujours, nouveau crochet, centre de Bardon et ça passe devant les buts, frappe de Grégoire et Rennes qui reprend l'avantage 2-1. Il y a eu des belles choses ce soir, il y a eu du spectacle. Là c'est le capitaine Stéphane Grégoire qui juste avant la pause redonne l'avantage sur un centre, encore une fois, de Cédric Bardon en force. On parlait de la nouvelle dimension prise par le Stade Rennais. Regardez, à la mi-temps, il y a même show mode. Avec, on présente les articles de la boutique du stade. Ça aussi, c'est nouveau à Rennes. Et puis, il n'y a pas vraiment de changement en seconde période. C'est-à-dire que Rennes joue toujours avec 3 attaquants. Nantes joue avec un seul attaquant. Mais Nantes va jouer plus haut. Même si la première occasion en seconde période est pour Cédric Bardon qui frappe, qui pivote. Et arrêt de Landreau qui lui aussi a été très très bon ce soir. Nantes avec une nouvelle occasion, c'est pour Leroux, c'est la même frappe que Bardon,
De l'autre côté, c'est une frappe en pivot. Et puis tout à l'heure, c'est Landreau qui était intervenu. Là, c'est Revaux qui intervient. Nantes qui peu à peu prend de l'assurance, je vous le disais, qui joue plus haut, qui se montre dangereux sur tous les coups de pied arrêtés. Regardez, frappe de Darocha et puis derrière c'est Sibierski qui a l'occasion d'égaliser pour les Nantais. Ça passe juste à côté des buts de Revaux, mais ça se précise parce que plus ça va dans cette seconde période, et bien moins Rennes a la maîtrise du jeu, moins Rennes a la possession du ballon. Et plus les Nantais, bien évidemment, sont en confiance, même si là, Sibierski est gêné par Dogon et Rossi. Coup franc pour les Nantais, tiré bien évidemment par Antoine Sibierski. Frappe bien enroulée, ça passe juste à côté des buts de Revaux. Encore un danger de plus pour Christophe Revaux et pour les Rennes. Mais Rennes tient bon. Nouveau coup de pied arrêté. Beaucoup de choses se passent ce soir, hein, sur coup franc, sur corner, sur coup de pied arrêté. Et retourné acrobatique de Nicolas Bousset. Mais l'arbitre a sifflé juste avant le but marqué juste derrière. Rennes qui a du mal à préserver son avantage. Et là, regardez, sur ce dégagement, Christophe Revaux se blesse un petit peu bêtement. Il y a un arrêt de jeu de 3-4 minutes à peu près. Ça va aller un petit peu mieux. Mais qui sait si d'ici la fin du match, ça ne va pas porter préjudice à Christophe Revaux et aux Rennais. Les Nantais continuent de pousser avec Sibierski. Revaux anticipe bien parce qu'il était très dangereux ce ballon, très vicieux. Et Revaux l'a pris juste avant le rebond. Fabry dans l'entrejeu avec Sibierski qui donne pour Suffo qui va aller fixer Revaux avant de frapper et d'égaliser. 2 buts partout, Suffo qui venait juste d'entrer en jeu. Et là, il y a une chose intéressante à signaler, c'est que Rennes à ce moment-là joue avec un attaquant alors que Rennes joue avec 3 attaquants depuis le début de la seconde mi-temps et que Nantes, eh bien, c'est exactement le schéma inverse, c'est-à-dire que Nantes joue avec 3 attaquants contrairement à la première période. Égalisation nantaise, on se dit que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Les Rennais avec cette tête de Nonda, cet arrêt de Landreau, et les Nantais qui se disent, ma foi, il y a peut-être un coup à jouer ici, comme par exemple sur ce coup franc de Leroux qui trompe Christophe Revaux. 3-2 pour l'équipe de Nantes, et tout ça, ça se passe dans les 10 dernières minutes de match. À 10 minutes de la fin, Rennes menait 2-1, et là, ce coup franc absolument parfait de Christophe Leroux. Impossible pour Christophe Revaux d'aller chercher cette balle. Nantes l'emporte ici au stade de la Route de Lorient. 3-2. Voilà les cartons. Et puisque je ne vous ai pas dit tout à l'heure, Hervé, c'était où je me trouvais, parce qu'on est ici dans un coin familier de jour de foot, dans le club des supporters d'Aller Rennes. C'est là où tous les supporters, regardez derrière moi, ne perdent pas une seule image de jour de foot jusqu'à la dernière seconde. Après chaque rencontre, eh bien, ils sont là, ils sont une centaine à peu près à regarder jour de foot jusqu'au bout. Alors ce soir, ils sont évidemment déçus, à l'image de Paul Le Guen que Vincent Cobos est allé rencontrer. C'était il y a une grosse demi-heure. Écoutez. On sentait malgré ce 2-1 que vous étiez friable durant cette deuxième mi-temps avec des Nantais qui ont poussé durant ces 45 minutes. C'est vrai qu'on était parfois en difficulté, mais on se crée quand même quelques occasions. On a eu des balles de 3-1 et c'est dommage qu'on ne les ait pas bien négociées. Non, c'est frustrant, on mène 2-1 à 10 minutes de la fin contre un bon adversaire comme Nantes, on a espoir d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tout est remis en cause avec cette défaite? Non, on va continuer. On va essayer de gommer les erreurs que l'on a faites et on va continuer à travailler dur. Qu'est-ce qui manque actuellement à Rennes pour s'imposer? Vous savez, moi je pense qu'on n'est pas très loin du niveau auquel on était en début de saison. En début de saison, ça basculait pour nous, là ça bascule pas, mais c'est des petites choses, des petites erreurs qu'on commettait pas et puis que l'on se met à commettre, mais on va y réfléchir tranquillement et garder la même ligne de conduite. Voilà, la déception, elle ne va pas durer très très longtemps, Hervé, à l'image des supporters massés derrière moi pour regarder jour de foot, bien évidemment. Eh bien, merci Eric, et ils peuvent continuer à regarder. Ils vont voir que leur équipe n'a pas perdu sa 3e place. Avant cela, Jean-Jacques Amsalem va nous donner les résultats complets de cette 16e journée. Pas mal de buts et une victoire à l'extérieur, donc celle de Nancy. Bien entendu, il faudra attendre demain pour y voir plus clair avec les 2 duels, Bordeaux-Lens et Marseille. Paris Saint-Germain, Bordeaux-Lens, 18h sur Canal Vert et Marseille-PSG, 20h15 sur Canal+. Alors le classement, je vous en parlais. Marseille-Bordeaux, bien entendu, on attend demain. Puis Rennes, vous le voyez, qui reste 3e, car Rennes a été battu, mais Monaco n'a fait que match nul. Et puis Lyon a été battu, donc il y a un statu quo dans ces places européennes. À noter tout de même la belle remontée de Bastia et de Nantes, qui ce soir ne sont qu'à 4 points de cette fameuse 3e place.
En bas de tableau, Lorient reprend la place de dernier, abandonné l'espace d'une journée. Et les Toulousains sont 17e. Et puis les Sochaliens, eux, replongent dans la zone de relégation. Ils en étaient sortis également la semaine dernière. Les Havrais leur sont passés devant. Pierre-Yves André, le Bastier, fait une bonne opération avec 9 buts. Il est à un petit but de Wiltord qui jouera demain, de même que Maurice qui jouera demain. Et puis Chabani Nonda, le Rennais, a marqué ce soir son 8e but. Alors la semaine prochaine, ce sera d'abord des matchs décalés. Le jeudi, Monaco-Nancy à 18h sur Canal Vert, Lyon-Bordeaux sur Canal+, à 20h30. Et puis il y aura également Auxerre à Marseille à 20h30 au stade de la Baie des Champs. Et cette rencontre, vous pourrez la suivre sur kiosque. A noter que le Paris Saint-Germain recevra Toulouse, Montpellier-Le Havre, Lens, Strasbourg, Metz, Rennes, Sochaux-Lorient et Nantes-Bastia. 20h donc pour le match entre Auxerre et Marseille. Il n'y a pas de journée de deuxième division ce soir, mais il y a de la Coupe de France avec l'entrée en lice des clubs de Division 2 à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. Alors on va voir tout de suite les résultats qui concernent justement ces clubs de D2. Hier soir, Sedan s'était qualifié en prolongation sur le terrain de Créteil. Ce soir, qualification du LOSC sur le terrain de Calais. Niort a dû aller à la prolongation face à Poitiers. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire. Qualification difficile de Châteauroux sur le terrain de Limoges, de Buzyn. Et puis Saint-Etienne, sans trop de problèmes à Geoffroy Guichard face à Bourg-Péronas, 3-0. On continue avec des confrontations entre des clubs de CFA2 et de 2e division. Pas de problème pour Laval 1-0 à Locminé, Guignon-Carton-Agno 5-0, Nice 2-0 à Orange, Ouascal à Dieppe 2-1, 3-4-0 à Vesoul. Et puis la surprise, la première grosse surprise de cette soirée dans le derby de Normandie, c'est le football club de Rouen. Les Diables Rouges qui battent le Stade Malherbe de Caen qui est pourtant 3e en D2. 2-1. On termine avec la qualification du Red Star à Salbris. Et la grosse surprise, c'est Revel, club de Haute-Garonne de division d'honneur qui bat Ajaccio après prolongation 2-1. Pour le reste, Guingamp, Le Mans et Nîmes n'ont pas eu de difficultés. Voilà, c'est la fin de ce jour de foot. Je vous rappelle votre rendez-vous demain à 22h35 avec l'équipe du dimanche. 2 grands formats italiens, Parme, Milan AC et le derby de Rome entre la Lazio et l'AS Roma.